moi, je me suis posé cette question, est-ce que je veux rester donc salarié toute ma vie, donc prendre des libertés mais très mesurées, mais être contraint au niveau stratégique? Et non, en fait, j'avais envie de pouvoir décider de ma stratégie. J'accepte de prendre un peu de risque, un peu beaucoup de risques. Donc après, rentre l'introspection, la documentation. Il faut beaucoup se documenter pour savoir comment font les gens qui réussissent cette transition. Surtout les gens qui partent, sans dire de partir très haut, hein, je n'étais pas PDG d'une grande société, hein, mais qui ont effectivement un bon train de vie, beaucoup de revenus. Comment je fais pour faire ma transition sans faire exploser mon foyer, sans vendre la maison, sans perturber l'éducation des enfants et changer de région, quoi. Parce qu'on habite quand même en Haute-Savoie, hein. Ça compte. Et là, effectivement, c'est la documentation, le réseautage, se faire entourer et puis prendre part à des réseaux de créateurs d'entreprises, vraiment se former, muscler le jeu pour pouvoir ensuite assurer cette transition de manière souple aussi. Compétence, en tout cas soft skill, c'est l'optimisme, parce que beaucoup autour de moi m'ont freiné à juste titre en me disant attention, c'est dangereux. Et c'est vrai que moi, je suis toujours à la limite de la candeur, hein. C'est un optimisme un peu naïf parfois, mais c'est cet optimisme en fait, qui nous pousse à faire des choses que certains pensent impossibles ou que même toi, en y pensant, tu te dis mais c'est complètement stupide. Donc ça, c'est l'optimisme. Et puis peut-être l'énergie aussi, quoi, l'enthousiasme et l'énergie. Enfin, c'est vraiment un triptyque qui font que quand on avance, quand on est optimiste, quand on a de l'énergie, on arrive à développer des idées qui nous incite à être encore plus optimiste puisque les premières idées sont là. Donc, ouais, je pense que c'est les meilleures qualités, en tout cas soft, au niveau soft. Moi, j'adore voir les gens qui arrivent, ils me racontent leurs histoires, ils me disent qu'ils ont eu des problèmes, et puis hop, ils proposent des solutions. Bon, c'est cool. Bonjour à tous, salut Eddy. Donc aujourd'hui, je reçois, alors ça me fait vraiment plaisir, avant l'émission, on discutait, on s'était pas eu encore, on n'a pas échangé depuis 2014 avec Eddy Baronnet. On a travaillé ensemble, alors là, ça va te montrer que j'ai vraiment travaillé en banque. Il y en a qui disent non, t'es un menteur, t'as pas travaillé en banque et tout. Avec Eddy, on s'est fait des missions en Suisse, à Singapour, et on a bossé ensemble pendant plusieurs années. Des fois, on s'est pris la tête. C'est pas le sujet, mais ça nous est arrivé. Mais on a bossé avec notre cœur et il y a quelques temps, je vois qu'Eddy, il a créé, ça je vois, tiens, il est parti de ce milieu BNP Paribas, Wealth Management, et il a créé sa société. Donc, j'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux ce qu'il faisait et à un moment, je lui ai proposé de venir raconter son histoire et comment il est passé on va pas se mentir, hein, quand on est en banque, d'un cadre assez rigide, assez structuré, avec une belle carrière, d'ailleurs, parce que Eddy est quelqu'un de brillant, vous allez voir, et à l'entrepreneuriat qui donne un peu plus de liberté, mais aussi de contraintes, parce que financièrement, il faut tout refaire. Donc, salut Eddy, est-ce que tu peux rapidement te présenter? En tout cas, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Alors, je confirme effectivement, hein, pour les auditeurs, Damien a bien travaillé en banque et en banque privée en plus. Effectivement, c'était des bons projets. Alors moi, je suis un ancien de la banque, mais avant ça, j'étais ingénieur. Donc, rien à voir avec la banque. Et je suis arrivé à la banque par le biais de l'informatique, parce que j'ai toujours été intéressé par la science, les mathématiques et la gestion de projet. Donc, via la gestion de projet, j'ai intégré cette grande structure bancaire, très rigide, en tout cas très codifiée, comme toute grande entreprise doit l'être. Et avec Damien, on a fait quelques bonnes missions, des missions qui ont montré aussi toute la rigueur qu'on doit avoir dans la gestion de projet. C'était des projets assez pharaoniques. Et au bout d'un certain temps, c'est vrai qu'on s'est posé la question, quand on est ingénieur, qu'on travaille dans la banque et qu'on a envie de prendre des libertés, il faut se poser la question de savoir si on est au bon endroit, si on veut y faire la suite de sa carrière. Parce que comme tu dis, Damien, c'est assez bien rodé, hein. Le tapis rouge est déployé devant toi et si tu ne fais pas trop de fautes de quart, ça se passe bien. Et tu peux aller très loin comme ça dans une grande structure qui propose pas mal de débouchés, hein, comme la BNP Paribas. Donc, tout simplement, moi, c'est une petite introspection qui m'a permis de me dire que le cadre un petit peu rigide des grandes entreprises n'était pas forcément ce qui me convenait le plus. Et après, tu as fait le même chemin, Damien, donc tu sais de quoi je parle, hein, mais quand on est effectivement dans le confort, en tout cas intellectuel, puisqu'on fait ce qu'on sait faire, pas forcément ce qu'on aime faire, mais ce qu'on sait faire, c'est compliqué d'entrevoir d'autres chemins. Peut-être que je serais mieux ailleurs, quoi. Et quand on commence à mettre le doigt là-dedans,
Et c'est là que tout s'emballe et c'est là que tout s'est emballé. Ça, parce que, alors, on va faire cette émission sous forme de CV. On va passer en revue ce que j'appelle le CV de l'invité. Donc, tu vas avoir des questions calées, des questions décalées. Et tu as le droit, c'est la règle du jeu, à 2 jokers. Donc, si à un moment je vais trop loin, tu as le droit de me dire, Damien, celle-là, même sans me donner de raison, celle-là, je ne réponds pas. Donc, tu as le droit à 2 jokers maximum. Donc, les utilise pas trop vite parce que tu ne sais pas ce que je te réserve vers la fin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur ce podcast, on va écouter des gens, on va interviewer des gens qui sont directement lancés dans l'entrepreneuriat. Je ne dis pas que c'est plus facile, parce que moi, je n'ai pas eu le courage de le faire, par exemple, à 20 ans. Mais ils n'ont pas perdu, ils n'avaient rien à perdre au début. Et là, ce qui est intéressant avec Eddy, c'est que voilà, quand il a commencé après plusieurs années, plus de 10 ans, 15 ans d'expérience. 15 ans, ouais. Donc, il avait ce que j'avais, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prison dorée, c'est-à-dire le CDI, ou en tout cas la rémunération, qui est très difficile quand on a une charge de famille de retirer. Mais on va voir tout ça. Donc, Eddy, d'où tu viens? Donc, moi, je suis jurassien. À la base, je suis jurassien. Après, d'où je viens, mes études ont été terminées à Brest, donc dans une école d'ingénieurs militaires qui s'appelle l'ENSTA de Bretagne. Et puis, début de carrière à Paris jusqu'en 2006 pour réintégrer la Suisse. Donc, Genève, qui est proche du Jura. Hein, donc, je suis revenu un petit peu sur les terres. Écoute, tu as fait un parcours classique, tu étais ingénieur, donc Bac+5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Classe prépa, école d'ingénieur en 3 ans, effectivement, classique, effectivement. Et tu es en couple? Oui, tout à fait. Donc, marié, 3 enfants. La plus grande est ado déjà, 16 ans, ensuite 13 ans et puis 10 ans. Donc, bonne petite famille. Et ça compte aussi dans l'équation. Hein, on en reparlera sans doute plus tard. Ouais. C'est pour ça que je pose toujours cette question. C'est que, ayant 40 ans, je sais, ça ne se voit pas. On me dit souvent 25, 26 ans. Mais ce n'est pas la même chose parce que c'est OK. Quand tu as 40 ans, quand tu as des enfants, la prison dorée, tu te dis oui, mais elle protège ma famille quoi, si jamais j'ai des soucis. Donc, pour moi, effectivement, on va en parler sûrement dans le cheminement que tu as mis. Il faut aussi que le couple soit aligné avec le changement, par exemple. Et donc, voilà, c'est une question qui est pour moi structurante. Est-ce que tu es plutôt vélo ou voiture? Je suis les deux, c'est dur à dire. Alors, je suis plutôt voiture maintenant pour gain de temps, mais voiture électrique. Pareil, voiture électrique. Et vélo électrique aussi. Mais... du reste. Donc, toi, tu n'as pas toujours été dans l'entrepreneuriat, mais si presque, parce que du coup, quand tu travaillais à la banque, tu avais déjà créé une société. Alors, comme on a vu par facilité, tu me l'as dit juste avant, mais en gros, tu as créé combien de sociétés depuis tes débuts? 3, en fait. 3. La toute première, c'est la structure dans laquelle j'intervenais pour mon client. Donc, c'est une structure qui me donnait déjà une liberté. Hein. Donc, il y a toujours cette recherche de liberté malgré tout. On a beau être dans une prison dorée. La prison, si elle ne fait pas juste 3 mètres carrés, on arrive à pousser un peu les barreaux et puis à se créer des endroits de liberté. Donc, la structure permettait d'embaucher des personnes, d'avoir d'autres clients. Donc, c'était une petite structure, mais qui était quand même sympa. Le deuxième, c'est la SCI dans laquelle j'ai investi pour créer ma structure actuelle, qui est la 3e structure, Crazy School, qui est une société commerciale. Donc, là, par exemple, dans ta société actuelle, tu as acheté les murs dans lesquels tu exploites ton activité? Oui, tout à fait. C'est juste. Ouais. Donc, tu as une holding au-dessus? Non, pas encore. On avance step by step. Yes, excellent. Et est-ce que du coup, tu as des boîtes, tu as eu des échecs? Tu as fermé des boîtes? Est-ce que tu as dû fermer des boîtes? Non, non. J'ai fermé ma toute première boîte, puisque une structure, même inerte, a des coûts. Donc des coûts qui sont devenus inutiles, qui sont devenus caduques, hein, puisque quand on a une structure comme Crazy School, c'est du 100%. Donc ouais, j'ai fermé la société en Suisse parce qu'elle n'est plus utile. Et pour l'instant, on a traversé le Covid avec Crazy School. On a réussi à ne pas la fermer, donc ce serait dommage de la fermer maintenant que tout repart. Donc c'est pas une fermeture, c'est une fermeture voulue, c'est pas une fermeture subie, la première société. Ah oui, tout à fait. Ouais, ça fait partie du cycle de vie d'une société. Il faut savoir fermer une société au bon moment pour mieux pouvoir s'occuper de la suivante. Alors, après 15 ans en salarié ou prestataire, mais assimilé salarié, j'ai envie de dire, pas politiquement correct, mais dans les faits, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que Eddy se dit un jour, tiens, je vais créer un vrai business et arrêter, ne plus avoir cette perfusion de salaire tous les mois qui tombe et me créer ma propre richesse? Alors, ça, effectivement, vu de l'extérieur, on se dit,
Eddie, quelle mouche l'a piqué? Du jour au lendemain, il arrête, il crée sa structure, il part à l'aventure avec son baluchon. Voilà. Ça, c'est le Eddie vu de l'extérieur. Donc, quand on se revoit pas régulièrement et que j'ai pas le temps de m'entretenir avec les gens. En réalité, alors c'est pas que tout n'est pas mûrement réfléchi, hein. Je vais pas sortir le cadre idyllique. Tout était calculé. J'avais fait ma petite matrice des risques. En fait, je l'ai faite, mais elle est toujours imparfaite. Non, ce qui se passe réellement, c'est que il y a des signes avant-coureurs. Donc, effectivement, comme tu parlais de prison dorée, c'est très bien parce que la prison dorée, ça reste une prison, mais une prison, c'est à double tranchant, hein. Ça, c'est pas que négatif, ça protège aussi du danger de l'extérieur. C'est ça qui est sympa quand même dans la petite prison, c'est qu'on n'a pas trop de soucis. Et au bout d'un moment, on se dit cette prison, elle ne me convient pas, j'ai envie de pousser les barreaux. Donc au début, c'est bon, les barreaux, ils se poussent, puis à un moment donné, ça résiste, ça veut plus se pousser, quoi. Et donc là, il faut se poser la question, est-ce que cette prison me convient? Est-ce que j'ai envie de changer de prison? Parce que globalement, quand on est salarié, on est toujours dans cette prison. Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas vraiment péjoratif, parce que la prison a vraiment de bons côtés, ce côté rassurance, hein, la fameuse pyramide de Maslow, là, ce niveau 2 qui nous protège et dans lequel on se sent bien pouvoir bâtir et échafauder au-dessus. Moi, je me suis posé cette question, est-ce que je veux rester donc salarié toute ma vie, donc prendre des libertés mais très mesurées, mais être contraint au niveau stratégique? Et non, en fait, j'avais envie de pouvoir décider de ma stratégie. Et c'est vrai que dans une banque, on ne peut pas arriver comme ça puis dire je ne suis pas CEO, mais je vais quand même vous déballer ma stratégie, vous allez voir, c'est gagnant. Pas vraiment. Donc, en fait, je m'étais inscrit à un programme de master. J'avais fait un master de finance entre 2013 et 2015. Lorsque tu m'as connu sur la fin, j'étais dans ce programme de master. Et c'est vrai qu'on élargit déjà, on pousse un peu les murs parce qu'on rencontre d'autres réseaux, d'autres instituts bancaires, il y a d'autres règles. Et puis après, tout s'enchaîne très vite. On s'ouvre l'esprit, en fait. On se pose pas mal de questions. On a pas mal aussi de réponses parce qu'on voit des gens qui ont fait ce que nous, on souhaite faire, qui ont osé, ils sont pas morts, ils n'ont pas fait exploser leur couple. Et on se dit, c'est rassurant. C'est rassurant, pourquoi pas moi? Voilà, donc master en poche, j'ai continué à la BNP. Et puis ensuite, cette lassitude est quand même revenue, hein. Donc, j'ai pris d'autres responsabilités, d'autres postes à plus grande manœuvre en termes de liberté. Mais quand même, ça reste. La prison était 2 à 3 fois plus grande, mais ça reste une petite prison intellectuelle, puisqu'on ne fait pas complètement ce qu'on veut, on n'est pas complètement libre, même si on reviendra sur ce thème de liberté, hein. C'est quand même qu'une vue de l'esprit, hein. Et puis petit à petit, donc comme toi, Damien, voilà, j'avais 40 ans, sauf moi, on ne m'en donne pas 25. C'est la seule différence. J'approchais les 40 ans et là, j'ai commencé vraiment à lister les mots-clés, voir vraiment ce que je souhaitais faire, ce qui me faisait triper en fait dans la vie. Et très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de points d'intersection avec vie cadrée dans la grande entreprise. Donc, moi, c'était enfant, c'était famille, c'était animaux, c'était sport, liberté évidemment, mais qui est un peu subjectif. C'était fun en fait, hein, fun, divertissement et éducation, parce que j'aurais pu aussi vouloir être prof avant d'être ingénieur. Et donc, quand on liste tous ces mots-clés, on se rend compte que finalement, ça colle pas forcément avec ce que tu fais. Tu te dis, mais je pourrais peut-être être plus heureux ailleurs si j'accepte de prendre un peu de risques, un peu beaucoup de risques. Donc, après, rentre l'introspection, la documentation. Il faut beaucoup se documenter pour savoir comment font les gens qui réussissent cette transition. Surtout les gens qui partent, sans dire de partir très haut, hein, je n'étais pas PDG d'une grande société, hein, mais qui ont effectivement un bon train de vie, beaucoup de revenus. Comment je fais pour faire ma transition sans faire exploser mon foyer, sans vendre ma maison, sans perturber l'éducation des enfants et changer de région, quoi. Parce qu'on habite quand même en Haute-Savoie, hein. Ça compte. Et là, effectivement, c'est la documentation, le réseautage, se faire entourer et puis prendre part à des réseaux de créateurs d'entreprises, vraiment se former, muscler le jeu pour pouvoir ensuite assurer cette transition de manière la plus souple possible. Tu disais que quand tu as fait ton master de finance, alors ça m'aurait plutôt fait penser à des DAF, par exemple, à des directeurs financiers. Tu avais là-dedans des personnes qui faisaient ce master-là avec une casquette d'entrepreneuriat, avec une casquette d'entrepreneur, de chef d'entreprise? Oui, en fait, il y en a qui partent. Dans ce master de finance, on rencontre tous les profils. Alors, c'est beaucoup de banquiers, mais aussi des banquiers qui aspirent à être CEO de leur petite boîte locale, de la petite banque de quartier. Et il y avait beaucoup de profils comme ça à qui il manquait une expérience suffisante ou un diplôme qui leur permettait de prendre la responsabilité d'une antenne, d'une agence. Et quelque part, même prendre la responsabilité d'une agence, c'est déjà beaucoup d'entrepreneuriat, hein, parce qu'on encaisse du coup toute la responsabilité d'un local, un local à gérer, des revenus à assurer, une rentabilité minimale, de l'encadrement humain. Donc, on commence déjà à être chef d'entreprise, hein, même si on est assimilé franchisé. Ce n'est pas de la franchise quand on a une agence, mais ça y ressemble. On a exactement la même contrainte. Tu parlais de réseaux. Du coup, c'est quoi les réseaux que tu as
que tu as eu, qui ont eu le plus de valeur ajoutée pour toi? Alors pour moi, le premier réseau important, ça a été Initiative Genevois. En fait, dans chaque région, on a des réseaux qui sont des antennes des agglomérations de communes, généralement, ou des départements ou des régions. Moi, il se trouve que c'était une antenne d'Annemasse Agglo. Ça dépendait de la Maison de l'économie et du développement. Et donc, Initiative Genevois, c'est un réseau en fait, d'aide à la création d'entreprises, donc avec qui on a des discussions qui permettent de qualifier des dossiers, qui permettent de se poser les bonnes questions aussi, parce que les gens sont souvent tête dans le guidon, ils ont leur business plan, ils ont mesuré souvent le pour, pas forcément le contre. Et c'est des réseaux qui permettent de prendre du recul, qui nous aident à être objectifs, à se rendre compte aussi que les risques existent et qu'il faut bien les qualifier. Donc ça, on connaît bien cette expérience, mais après, tous n'ont pas ce recul sur les risques, sur la présence des risques et leur criticité. Et puis c'est un réseau aussi qui permet d'apporter une première pierre au financement. Parce que c'est des réseaux, souvent, il faut le savoir, qui ont des structures de financement à 0%, qui permettent sous forme de prêt en fait. On bénéficie d'un prêt entre 5, 10, 15 000 euros, et c'est un prêt à rembourser en 5 ans, mais qui permet quand même d'avoir un premier rapport, puisque ce prêt vient intégrer les fonds propres de la structure. Et quand on veut derrière aller démarcher les instituts financiers, et ben c'est pratique quand même d'avoir ce fonds propre, de montrer qu'on a déjà la confiance de partenaires tels qu'Initiative Genevois pour l'exemple de la Haute-Savoie. Ça, c'est énorme parce qu'on critique beaucoup la France sur l'imposition, mais si on reverse, moi j'aime bien des fois reverser les choses, si on voit qu'avec 20 000 euros, tu crées 100 000 euros, sur ces 100 000 euros, tu vas prendre une imposition, ok, tu vas prendre une imposition, tu vas prendre 26,5% d'IS, bientôt 25%, en fait, ok, tu as une imposition, mais grâce au système français qui t'aide à être financé 0%, même les prêts bancaires en France, tu vas dans d'autres pays, tu fais x5, x4, x3 sur le taux. Et des fois, tu es même en variable, c'est-à-dire que tu prends, tu ne sais même pas si dans 2 ans, tu vas pouvoir rembourser. Ouais, donc, il y a des avantages en France, il faut juste effectivement, et là, comme tu le fais, savoir les utiliser. Et ces aides à 0%, ouais. et c'est juste magique. Dès le moment, attention les amis, faites-le sans idée, ou il faut que ce soit très réfléchi. Quand Eddy nous parle de risque et qu'il a un sourire, c'est parce que, pour la petite histoire, quand on gère des projets dans une banque, j'en parle souvent, j'en ai parlé à mon dernier séminaire, le truc sur lequel on est recherché en comité de direction, en comité de pilotage, c'est la gestion des risques. Donc, chaque risque, déjà, on doit savoir si c'est un risque est-ce que ça va devenir un problème? Quand est-ce qu'on le lève? Quelle est la stratégie? Quelle est la provision? Donc, c'est vrai que nous, en fait, quand on vient de la banque, gérer les risques et concrètement, savoir combien ça peut coûter un risque. Est-ce que c'est un problème? Pour le coup, c'est un peu facile pour nous parce que c'est le truc principal sur lequel on nous challenge. C'est-à-dire, dans une banque, tu sais gérer les risques et tu sais gérer tes budgets. Si tu délivres de la merde, j'ai pas envie de dire que ça va pas se voir, mais limite. Les risques, c'est ce qui vient torpiller un business plan, parce qu'en fait, souvent, quand on crée un métier, un business, on voit les revenus, on a une bonne structure de revenus, on arrive à savoir à peu près quelle est la clientèle qu'on pourra toucher. Et les risques, c'est toujours c'est l'invité surprise, en fait. Il vient quand on l'attend pas. Alors, on parle pas de Covid, parce que ça, personne l'a vu venir. Pour moi, c'est… Mais il y a des risques le Covid. Ouais. On peut anticiper. Et si on ne le fait pas, c'est dommage, parce que créer une entreprise, déjà, c'est très, très risqué. C'est jalonné de pièges. Et les banques nous mettent le doigt là-dessus. La taille des fonds propres, prévoir les fonds, parce qu'on a beau avoir pensé à tout. De toute façon, on aura des risques qui vont arriver, qui vont se transformer en problèmes. Et au final, ça se traduit toujours par de l'énergie et par des sous. C'est les deux. Soit ça impacte les fonds propres, parce qu'il faut payer, il faut courir après, il faut réparer, donc ça coûte. Soit ça coûte dans la tête, parce qu'on perd de l'énergie, et quand l'entrepreneur perd de l'énergie, c'est tous les revenus qui commencent à dégringoler, c'est la gestion qui commence à partir en sucette. Donc perdre de l'énergie, c'est presque plus grave que perdre des finances. Excellent sur l'énergie, ce que tu viens de dire. Hier, je relançais quelqu'un de mon équipe au niveau juridique qui me dit non, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Je dis toi, tu as le temps, mais moi, c'est une tâche supplémentaire qui, je sais, n'est pas fermée. Et si elle n'est pas fermée, dans ma tête, c'est une charge mentale. Ouais. Et effectivement, quand tu es en chef d'entreprise, il y a à diriger tous les départements de ta boîte, dont certains, c'est toi qui est le directeur direct, parce qu'on n'a pas non plus des multinationales. Et effectivement, cette charge mentale, en fait, elle prend l'énergie au fur et à mesure. Et c'est ce qui peut faire l'échec à un certain moment. Tout à fait. Non, mais ça nous transforme, ça nous frustre, ça nous agresse. Enfin, tout ce qui est dans la charge mentale, il faut la purger. Plus on purge la charge mentale, plus on a d'énergie pour aller de l'avant, pour penser aux vrais sujets. Donc, ça aussi, c'est excellent. C'est-à-dire que, en fait, des fois, on a l'impression qu'on a travaillé, mais on n'a rien fait parce qu'on a pris que des micro-sujets non stratégiques. Ouais. Et à la fin de la journée, tu es fatigué mais ça arrive à tout le monde. Donc, il n'y a aucun
Mais voilà, tu as fait plein de sujets où en fait, tu as l'impression que tu as été pompier et tu n'as pas joué la vraie casquette de chef d'entreprise de ta boîte. Donc, tu n'as pas joué les sujets stratégiques. Ça, c'est excellent. Ouais, c'est Alors, l'équilibre à ouais, trouver en fait. Équilibre c'est de son ça. planning, il faut avoir autant de tâches régaliennes et puis des micro-tâches qui font que bah, oui, si dans un établissement public comme Crazy School, les toilettes ne sont pas nettoyées, bah, ouais, c'est un sujet. C'est pas très stratégique, mais ça peut très vite se retourner en avis négatif, enfin, en image détestable de la société. Donc, il faut gérer, mais il faut allouer en tout cas une partie de son temps à chaque type de sujet et être équilibré. Ça, c'est un équilibre qui met du temps à venir. Ça, par exemple, est-ce que tu le gères avec des procédures? C'est-à-dire que, est-ce que tu as une procédure ménage qui fait qu'il y a une checklist qui fait que la personne qui doit faire le ménage te renvoie à la checklist pour te dire que c'est fait? Comment tu gères ça, par exemple? Exactement. Bon, bah, ça, c'est une déformation professionnelle de gestionnaire de projet, mais effectivement, les procédures, elles aident à rappeler au quotidien ce qu'on doit faire. Parce que très vite, le risque des tâches stratégiques, c'est elles demandent beaucoup de créativité. Et quand on est dans la partie créative de notre cerveau, on a du mal à retomber sur terre et à penser à ce qui est concret. Donc, effectivement, les procédures, elles sont là pour nous le rappeler. Et puis, bah, effectivement, on a un planning de ménage et on se partage les tâches avec tous les collègues de l'équipe. Bah, c'est une forme d'engagement en fait sur sa contribution au ménage, qui n'est pas la partie la plus reluisante en tout cas de notre métier, mais il faut la faire parce qu'elle donne de la satisfaction aux clients. Aujourd'hui, tu gères ta boîte, tu es le gérant unique de ta boîte? Oui, tout à fait. Donc j'ai un associé. Qui m'a aidé effectivement à créer la structure au niveau financier, qui a son entreprise, enfin qui est salarié de son entreprise. Et j'ai mon épouse aussi qui m'aide beaucoup à structurer, à avoir une image, à donner des rappels. Donc ça, c'est important. On parlait de l'équilibre familial, c'est super important. Et derrière, j'ai des salariés plutôt étudiants, plutôt en alternance. Je n'ai pas encore de temps plein, parce qu'on a essayé, mais avec la période Covid, ce n'est pas facile à gérer. Mais on y revient gentiment. Compliqué les temps pleins en France. Ah, Bah, c'est pas c'est facile. un Après, sujet. il faut accompagner la croissance de l'entreprise. Ce qui est dur, c'est le premier salarié, et puis le deuxième. Et puis au début, quand on a peu de salariés, tout nouveau salarié est un vrai investissement. Alors, en termes de temps, en termes de planification, en termes d'énergie aussi, parce que si ça match, c'est nickel, il te donne 3 fois plus d'énergie. Et puis, s'il y a des choses à gérer, si c'est un peu anguleux, ça compte de l'énergie. Donc, après, quand on commence à avoir une structure avec un certain nombre de salariés, entre 5 6 salariés, ça va. Tout salarié supplémentaire apporte beaucoup, sans beaucoup de contraintes, parce qu'on a les procédures qui vont bien, on n'est pas le seul à gérer, donc en fait, ils regardent comment font les autres. Mais les premiers sont très critiques. Et du coup, on est là-dessus, Crazy School, tu peux nous raconter un peu l'histoire? Parce que je sais que c'est pas ça, mais quand je vois le truc au-dessus, ça ressemble, ça pourrait me faire penser, tu sais, à une école un peu alternative à la Montessori. C'est ça, exactement. Alors, Crazy School, à la base, je voulais créer un centre de divertissement pour les familles. En fait, un centre de divertissement qui soit adapté à tous, un peu comme Fort Boyard a réussi à faire finalement. Ce sont des adultes qui jouent, qui font les gamins, mais ils adorent. Et puis, je connais plein d'adultes aussi qui adoreraient aller jouer dans les salles de Fort Boyard. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est les enfants qui regardent. Tous les vendredis soirs ou les samedis soirs, je ne sais pas, je crois que c'est les samedis soirs, les enfants réclament parce que c'est des adultes qui font les enfants. Et en fait, moi, ce modèle, moi, je connais Fort Boyard depuis que je suis tout petit. Et ça m'a toujours fasciné de me dire, mais c'est génial, en fait. Finalement, le vrai jeu en famille, c'est Fort Boyard. Les parents s'amusent, les enfants s'amusent, et il n'y a pas vraiment d'âge. Et donc, si j'arrive à créer un environnement comme ça, alors, je n'ai pas un fort à acheter, hein, mais si j'arrive à créer un environnement comme ça dans un local qui permet d'avoir plusieurs places, des épreuves, un peu comme le font les escape games, mais beaucoup plus ouvert, beaucoup plus inclusif. Il faut que le petit, dès qu'il est scolarisé, il puisse venir jouer. Il faut que les personnes âgées puissent venir jouer. Donc, il faut que ce soit un mélange de cérébral, de sportif, d'observation. Il ne faut pas qu'il y ait le même type de compétences. Là, typiquement, dans les escape games, que j'adore, parce que j'adore les énigmes, c'est très cérébral. Et puis, ça peut freiner les personnes qui n'ont pas forcément envie de réfléchir, qui aiment bien jouer, mais sans trop se prendre la tête, qui ont juste envie de passer des bons moments en famille. Et donc, moi, j'ai essayé de penser plus à ces gens-là qui veulent passer du bon moment avec leurs enfants. Et donc, on a créé des salles, alors, qui sont des salles de cours, parce que je trouve que l'école, un petit peu comme le Rubik's Cube, qui est mon picto, c'est déjà transgénérationnel. Donc, nous, on a connu quand on était gosse, on y jouait, on était fascinés. Aujourd'hui, les gosses jouent aussi, les parents jouent aussi. Donc, c'est un peu intellectuel aussi, parce que c'est quand même compliqué. Il y a des choses à mémoriser, il y a un peu de logique, un peu d'astuce. C'est coloré, donc c'est quand même dynamique, c'est vivant. Et puis, ça reste très ludique. Donc moi, ma promesse, en fait, c'est on vient jouer, on passe du bon moment avec les enfants, entre adultes, entre enfants, ou que entre adultes, ou que entre enfants, puisque quand on s'adresse à l'un et à l'autre, on peut s'adresser qu'à l'un ou qu'à l'autre. Et puis, avoir une espèce
un équilibre dans l'équipe. Il ne faut pas que ce soit que les adultes qui fassent, que les enfants qui fassent. Il faut que ça soit suffisamment calibré pour que l'équipe ensemble soit forte. C'est-à-dire s'il n'y a que les adultes, ils n'y arriveront pas forcément. Que les enfants, pareil, il faut mélanger les cerveaux, les petites mains, les petites tailles, l'audace des petits, les biais cognitifs des adultes. Enfin, c'est un espèce de mélange et c'est l'équipe qui réussit in fine. Donc, c'est un peu sur ces bases-là que j'ai conçu Crazy School. Un mélange d'éducatif, de ludique, de collaboratif. Voilà. C'est l'équipe qui gagne. Ce n'est pas l'individualité. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu as un local qui est en Haute-Savoie. Tout à fait. Et l'objectif, c'est quoi? C'est national ou c'est faire le en Haute-Savoie? C'est un objectif derrière ou pas? On est passé rapidement là-dessus, mais quand je parlais de mes 40 ans, c'était juste avant le Covid. Donc, j'ai créé Crazy School. J'ai ouvert Crazy School 2 mois avant le premier confinement. Donc, autant dire mon objectif, il est très simple au départ, c'est simplement de faire vivre cette structure-là, que ça marche, que ça fonctionne bien, en fait, d'avoir au moins 1 an de bilan satisfaisant, parce que pour l'instant, j'ai eu que des années 2019, année de la création, 2020, premier confinement, 2021, deuxième confinement. Donc là, peut-être 2022 sera une année sans gros choc. Encore, voilà, on passe de crise en crise. Hein. Donc déjà, si j'arrive à faire vivre cette structure aussi bien que je le souhaite, après on verra. Mais effectivement, c'est un modèle qui s'exporte assez facilement grâce à ce qu'on disait sur les procédures et grâce à toute l'informatisation. Puisque moi, j'ai aussi un autre biais que Damien, qui connaît bien, c'est toute l'informatisation, la gestion du projet informatique. Et aujourd'hui, Crazy School est très technologique. Et donc, c'est ce tout informatique qui permet également de reproduire le modèle plus simplement que si tout se basait sur des formulaires papier. Cette partie-là ne m'étonne pas non plus. Tu as gardé les skills que tu avais développés dans ta vie passée et tu les as mis dans ta nouvelle vie. Exactement. En fait, quand on parle de rupture, quand on dit quelle mouche l'a piqué, il est en train de changer complètement de vie. En réalité, non, c'est une poursuite. J'ai conservé, en fait, donc la gestion de projet, c'est un bijou pour qui veut créer son entreprise. Donc, quand on gère des projets, que ce soit des projets informatiques, des projets réglementaires, et commerciaux, avoir la capacité de gérer un projet, donc de composer avec des ressources, de structurer des revenus, de prendre des coûts en charge et de structurer une équipe, ça, c'est calcable, c'est tout ce dont a besoin l'entrepreneur. Donc ça, c'est des compétences en fait que je ne fais que réutiliser. Alors oui, de l'extérieur, j'ai plus mon confort de salarié et je suis entrepreneur et je me prends des boulets toute la journée, des coups et coûte et coupe toute la journée. Mais c'est les mêmes compétences en fait qui permettent de faire avancer l'activité. Et du plaisir aussi, un plaisir d'avoir la liberté. On en parlait tout c'est le Graal. Le plaisir, alors on le ressent beaucoup. On a l'excitation de la création parce qu'on voit grandir le local, on voit les travaux, on pilote la création, donc on fait vraiment naître un bébé. Donc ce plaisir, il est immense. Et après, comme quand on est papa, enfin t'es papa, je le suis aussi, le bébé, il change de forme, il grandit et on l'aime toujours autant. Simplement, il y a plus de contraintes. On dit petits-enfants, petites contraintes, grands-enfants, grandes contraintes. C'est exactement pareil avec une société. Plus elle grandit, plus il y a de contraintes. Et après, plus il y a de confiance en soi, plus il y a d'assurance. Voilà, on s'endurcit. Puis avec des années Covid, on a dû s'endurcir un peu plus vite. Alors, c'est quoi ta meilleure compétence, la meilleure compétence que tu as pour réussir dans le poste d'entrepreneur? Je pense que c'est l'enthousiasme, l'optimisme. Enfin, compétence, en tout cas, soft skill, c'est l'optimisme. Parce que beaucoup autour de moi m'ont freiné à juste titre en disant attention, c'est dangereux. Et c'est vrai que moi, je suis toujours à la limite de la candeur. C'est un optimisme un peu naïf parfois, mais c'est cet optimisme qui nous pousse à faire des choses que certains pensent impossibles ou que même toi, en y pensant, tu te dis mais c'est complètement stupide. Donc ça, c'est l'optimisme. Et puis peut-être l'énergie aussi, l'enthousiasme et l'énergie. C'est vraiment un triptyque qui font que quand on avance, quand on est optimiste, quand on a de l'énergie, on arrive à développer des idées qui nous incite à être encore plus optimiste puisque les premières idées sont là. Donc, je pense que c'est les meilleures qualités, en tout cas soft, au niveau soft. C'est marrant parce que ça me fait penser à des expériences, à des choses qu'on a vécues ensemble où tu avais déjà, du coup, ces compétences d'arriver à, même sur, je me rappelle, des fois, il y avait des retards. On était sur un gros programme, je crois, de mémoire et avec beaucoup d'enjeux. Je crois qu'on était à 28 millions d'euros sur le programme global de mémoire. Enfin, c'était un gros truc qu'on faisait sur plusieurs pays. Et il y avait des délais qui étaient très contraints. Et Eddy, il arrivait avec le grand sourire en disant bon, là, on ne va pas livrer, on va décaler d'un mois. Tu sais, on savait qu'au comité de pilotage, on allait se faire massacrer, mais il arrivait avec le sourire. Puis Eddy, c'est là que je me suis dit qu'il était différent des autres. Et qu'on fait un comité de pilotage où il ne vient pas. Et en fait, tout le monde demande où il est. Et en fait, il est allé courir. Et là, moi, je me suis dit, il a un truc différent. Et en fait, ça, qui peut être une contrainte dans le milieu très aseptisé qu'on a connu avant, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu fais ta course le midi,
bah, tu as des salariés, ils voient que tu as une vie à côté, ils voient que tu mets, du coup, tu mets du cœur à l'ouvrage, mais tu mets aussi du cœur à ton ouvrage personnel. Ouais, Et en c'est fait, ça. ça les motive encore plus pour travailler parce qu'ils voient que tu n'es pas quelqu'un d'humain. Ouais, Du coup, c'est ça, on a beau être responsable d'un programme, on doit pas, on doit galvaniser son équipe. Et c'est pas en se lamentant, effectivement, des fois c'est très factuel et les faits sont très durs, hein. Quand il manque de l'argent ou quand il manque du temps et qu'on doit décaler sur le projet de plusieurs dizaines de millions, comme tu disais, ben, un décalage d'un mois, c'est encore 1 million en plus. Donc forcément, pour le donneur d'ordre qui va payer, in fine, ça fait pas plaisir du tout. Donc on arrive en copile avec un sourire. C'est pas qu'on a envie d'être narquois ou de le narguer on est content parce qu'on va perdre des pépettes. C'est pour dire attention, j'arrive avec un problème, mais j'ai des solutions. J'arrive pas sans rien. Et si on n'arrive pas du tout au copil parce qu'on a d'autres choses à faire, parce que c'est justifié. C'est des messages, c'est de la communication. En fait, des fois, il y a des messages à envoyer. Et ça, c'est un peu subtil. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, dans les grandes entreprises, la communication, c'est important. Enfin, tout, voilà, chaque mot pèse, chaque action pèse, chaque inaction a une signification également. Et c'est ça qui était le plus dur à gérer éventuellement. Après, bah, arriver avec un problème et des solutions, bah, c'est pas pareil que d'arriver juste avec un problème et un constat. On a tous des constats d'échec. L'idée, c'est d'arriver avec un échec et d'arriver avec des solutions. Et en tant qu'employé, en tant que salarié, c'est bien aussi. Moi, j'adore voir les gens qui arrivent. Ils me racontent leurs histoires, ils me disent qu'ils ont eu des problèmes, et puis hop, ils proposent des solutions. Bon, bah, c'est cool. On va pouvoir construire. On va pouvoir... yes. C'est ce que je dis à mes équipes. Et moi, j'avais un excellent directeur qui disait ça. Ma porte est toujours ouverte si vous avez des problèmes. Quand si vous venez avec votre problème sans potentiellement plusieurs solutions, ça ne sert à rien de venir. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu te retrouves de l'autre, tu ne comprends pas au début, même si tu as un peu de responsabilité, tu peux te reposer sur quelqu'un au-dessus. Et quand tu deviens chef d'entreprise et que tu as 3 personnes dans la journée qui viennent te mettre leurs problèmes et tu leur dis, mais en fait, C'est ça. réfléchis juste. Là, tu me donnes un problème. Est-ce que tu as des solutions? Donne-moi les solutions et on travaille les solutions ensemble. Donc, Ouais. c'est tout à fait pertinent. Alors, si on va de l'autre côté, c'est quoi le défaut que tu as le plus de mal à gommer? Bon, alors ceux qui me connaissent, ils diront c'est ma ponctualité. Quoique j'étais à l'heure ce matin, dis donc, pour notre Ouais, et du coup, en fait, moi, c'était moi qui étais en retard et en fait, j'essayais de me rappeler qui était en retard quand on faisait nos réunions, quoi. Ouais, je ne sais pas si c'était. Ouais, mais non, la ponctualité, j'ai beaucoup de mal. En tout cas, je mets un maximum d'énergie pour pas être trop en retard. Donc, parfois, je ne suis pas en retard, mais je mets 3 fois plus d'énergie que n'importe qui parce que j'ai pas cette gestion du temps. Moi, en fait, quand je fais des choses, enfin, j'essaie d'analyser hein, parce que ma femme va dire que c'est pour trouver des excuses. Mais en réalité, j'aime bien ce que je fais. Donc, quand je suis passionné dans ce que je fais, le temps n'existe plus en fait. Et je continue, je continue. Ça peut être avoir une discussion avec une personne intéressante, ça peut être sur un sujet intéressant. Et le temps se déroule. Et si j'ai pas mes beepers, si j'ai pas mes secrétaires personnels, c'est impossible. C'est impossible. Donc, ouais, non, non, mon plus gros défaut, c'est sûr, c'est la ponctualité, la gestion du temps. Non, parce que ça m'a mis la pression ce matin, parce qu'on avait rendez-vous, du coup, j'étais un peu en retard, parce que moi, je suis toujours voilà, du mal à être complètement à l'heure. J'arrivais pas à me rappeler. Et en fait, si, mais en fait, c'est ceux de Singapour qui nous mettaient la pression pour être à l'heure. Ah bah oui, Eux, non, mais ils étaient très ponctuels. exactement. Bah, dans leur valeur, effectivement, la ponctualité a beaucoup plus d'importance que C'est un manque de respect l'effet de pas être personnel. ponctuel. C'est un manque de respect, quoi, par exemple. Ouais, mais quand on est dans une grosse structure, la ponctualité, c'est important parce que si on fait perdre du temps à tout le monde, enfin, dans notre comité de pilotage, Oui, si on fait perdre 10 minutes à tout le monde, bah, ça se chiffre en milliers d'euros, donc c'est pas possible. ça met les gens dans une mauvaise disposition quand tu as des choses pas sympas à leur raconter. Non, mais comme tu dis, tu le dis très justement, c'est du manque de respect. Tout à Ouais, fait. c'est le manque de respect, c'est tout à fait. Ouais. Alors, donc ta société, elle a combien d'années pour l'instant J'ai ouvert en décembre 2019, donc bah, 2 mois avant le Covid, en fait, hein, 2 mois et demi avant le Covid. J'ai créé la structure début 2019, et puis je suis parti de la BNP Paribas à l'été 2019, quand le local commençait, quand j'avais besoin d'un 100%, et donc il a fallu créer en fait ce local, il a fallu l'aménager pour ouvrir pour les vacances de décembre. Et du coup, c'est quoi ton chiffre d'affaires l'année dernière? Alors, bah, pour l'instant, j'ai que des années Covid, hein, donc c'est des chiffres d'affaires qui sont entre 100 et 200 000 euros. Première année Covid, alors c'est des chiffres d'affaires qui sont très biaisés parce que c'est un mélange d'aides, c'est un mélange de vrais chiffres d'affaires, parce on a quand même été pas mal aidés. Hein. Encore une fois, on critique souvent le système français, et je suis le premier aussi hein, à le critiquer. Après, bah, quand on a des aides, on est quand même content parce que elles arrivent quand on en a vraiment besoin. Alors ça, quand on n'en a pas besoin, bah, c'est pénible hein, parce que bah, les salariés sont toujours bien
enfin, long à la bonne. En tout cas, le rapport de force aujourd'hui n'est pas facile pour l'entreprise. Donc, plus on a de salariés, plus on a potentiellement de risques. Après, bon, on ne vit pas sans salariés. En tout cas, le système n'est pas forcément avantageux pour les patrons. En revanche, quand on a une crise qu'on ne pouvait vraiment pas gérer, l'État est quand même là pour nous aider. Et moi, il l'a fait aussi à hauteur de ce que je méritais, puisque je n'avais pas beaucoup d'expérience. Je venais d'ouvrir Crazy School. Donc, l'État, il dit, prouvez-nous ce que vous nous avez fait, puis on va vous aider de manière proportionnelle, ce qu'il a fait. Ça m'a permis quand même de résister pendant les deux crises, les deux fermetures, et de pouvoir rouvrir, alors à genoux, mais de rouvrir quand même. Et puis là, de repartir, de commencer à rembourser mes dettes. C'est-à-dire que tu arrives à payer tes charges. Oui, c'est ça, payer mes charges, donc déjà tous les remboursements liés à l'investissement, donc c'est des prêts, mes prêts à taux zéro, on en a parlé, et puis les prêts consentis par les aides gouvernementales durant la période Covid. Donc, ça, sans ces prêts, il faut savoir qu'il n'y aura plus de Crazy School, mais ces prêts, un prêt se rembourse. Donc là, aujourd'hui, on se bat pour rembourser les prêts. Après, c'est une durée limitée, donc ça, c'est des problèmes de trésorerie. Au niveau de la solvabilité, donc si on exclut tous ces remboursements de prêts, l'entreprise est solvable. On a une structure de revenus qui permet quand même de couvrir les coûts et bientôt de verser un salaire, parce que c'est quand même l'intérêt in fine. Et du coup, là, voilà, c'est passé d'une situation stable. Alors, on va mettre le Covid de côté. C'est un paramètre, même en gestion des risques. Je pense qu'il n'était dans aucune fiche de risque de n'importe de personne. Un confinement mondial, moitié de la population pendant plusieurs semaines. Mais pourquoi? C'est quoi ton why? Pourquoi tu fais tout ça au final au quotidien? Pourquoi tu continues à le faire alors que c'est difficile? Parce que c'est un peu ma nourriture spirituelle. Hein. Moi, j'ai besoin, en fait, je suis comme ça. Moi, je suis joueur déjà et j'aime bien la complexité. J'aime bien les maths, j'aime bien la résolution d'équations, d'énigmes. Et en fait, l'entreprise, c'est un concentré de tout ça. Alors, avec un enjeu qui est quand même plus monstrueux que de résoudre un Rubik's Cube, hein, parce que derrière, il y a un foyer qu'on doit faire vivre. Il y a des remboursements personnels. Mais moi, c'est ma source de satisfaction personnelle. Puis un exemple aussi que j'essaie de donner aux enfants. Qu'on n'a pas rien sans rien. En fait, il faut se battre. Alors, c'est pas simple. Hein, on a eu le Covid. Il a fallu se relever. Et puis, quand on arrive à monter une entreprise et qu'on arrive à la faire vivre, c'est un exemple qu'on donne aux enfants de dire regardez, ça tient debout, mais il faut que je sois là à tout porter. Et plus le temps passe et plus je trouve des personnes qui m'accompagnent pour m'aider à porter la charge, parce que la charge, elle grandit au fur et à mesure de ta notoriété. Puis, c'est le cours de la vie, en fait. Plus on grandit, plus on prend des responsabilités. Et plus on les assume, plus on arrive à en tirer une satisfaction personnelle. Parce que, in fine, c'est un espèce d'équilibre personnel que je recherche. Un équilibre qui est différent de celui d'avant, qui était sans doute plus confortable, mais qui me mettait, qui correspondait pas en tout cas à ma valeur liberté. Là où je plaçais en tout cas ma valeur de liberté. Et tu la places au-dessus de… Elle est au-dessus. Voilà. Pas mal de choses, mais elle est quand même en dessous de l'équilibre familial. Pour moi, la famille est en 1. Donc, si ma liberté, ma prise de liberté doit un jour menacer mon foyer, là, il faudra que je me pose les bonnes questions. Pour l'instant, on s'est posé les questions pendant le Covid. Là, pour l'instant, on se les pose de moins en moins. Donc, c'est excellent. Est-ce que tes études t'ont servi? À fond. Alors, directement, indirectement. Directement, parce que j'ai eu des cas concrets où j'ai dû me replonger en fait, dans des calculs de structure de matériaux pour éviter d'alourdir l'ardoise de financement de Crazy School de 160 000 €. Donc, c'était des travaux qui étaient jugés nécessaires par tout un corps d'architectes. Et en reprenant la réglementation et des calculs qu'on a appris dans les écoles d'ingénieurs de résistance des matériaux, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de faire tout un tas de travaux qui auraient été lourds, coûteux en temps et en argent pour la structure. Il s'agissait basiquement de créer un étage à Crazy School. C'est vrai qu'il y a des grosses contraintes qu'on n'imagine pas, mais ça se chiffre vite. Donc ça, voilà, au pied de la lettre, ça m'a servi. Et puis surtout au niveau de la confiance en moi. Le fait d'être ingénieur, il faut le mériter. C'est pas juste je suis ingénieur sur un CV. Dans la vie, c'est une recherche de méthodologie. J'ai un problème, j'applique une méthodologie, je recherche quelle est la bonne méthodologie pour résoudre ce problème, je l'applique. Et si ça marche, très bien. Si ça marche pas, j'essaie de pivoter, de changer de méthodologie. Donc c'est une espèce une démarche intellectuelle qu'on nous formate en fait. Hein. C'est une espèce de formatage, mais pas au sens péjoratif du terme, au sens réflexe. Gagner en réflexe. Vous avez un problème, voilà comment vous allez passer de problème à solution par tout un cheminement méthodologique et que vous allez fouiller par ce que vous avez. Donc ouais, ça m'a aidé. Après, je dis pas que c'est le seul diplôme qui m'aurait aidé. Hein. J'aurais été, j'aurais fait une école de commerce ou j'aurais fait Sciences Po, peut-être que ça m'aurait aidé, mais différemment. En tout cas, là, mon diplôme d'ingénieur, j'ai bien senti m'aider pendant ces moments difficiles. C'est sympa de s'y raccrocher. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de lâcher les études pour se consacrer 100% au lancement de sa société? Alors, moi, je dirais pas,
Je n'irai pas le décourager parce qu'au fond, c'est l'énergie, hein, c'est l'énergie, ton enthousiasme, ta personnalité qui définit ta probabilité de succès. Donc, si tu tombes sur un jeune qui est motivé, qui va à fond et tu sens quand même qu'il a un peu la tête sur les épaules, effectivement, je l'encouragerai. Simplement, je mettrai en avant les risques. Je sais que quand on est jeune, en fait, on n'a pas suffisamment d'expérience et de recul, même si on est très mûr, on n'a pas vécu. À un moment donné, le temps nous donne des choses qu'un jeune ne peut pas avoir. Parce qu'il n'a pas vécu, il n'a pas cheminé suffisamment longtemps. Donc, même s'il est très mûr, il faut quand même lui donner tous ces risques et puis les mettre en avant, les mettre en couleur pour qu'il les voit se réaliser. Sinon, c'est juste un risque dans une matrice des risques et c'est très abstrait. Donc, il faut lui donner des exemples de personnes qui ont fait cette démarche-là, qu'est-ce qu'ils se sont pris en pleine figure, comment ils ont fait pour s'en sortir. Et en tout cas, pas le décourager, mais je dirais quand même que c'est pas facile. Il faut être super entouré. Moi, je dirais le réseau. Parce que dans le réseau, il y aura des gens comme moi qui auront plutôt tendance à appuyer sur l'accélérateur et des gens comme ma femme qui auront plutôt tendance à appuyer sur le frein. Et ce n'est pas forcément négatif. Un véhicule, il faut qu'il y ait les deux pédales. Yes. Et alors, la question a été orientée aussi, juste pour avoir la fin de la réponse, sur quelqu'un qui veut, un jeune qui, du coup, veut faire ça, mais en contrepartie, il veut lâcher ses études. Alors, lâcher les études, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne solution. Alors, sauf si vraiment les études représentent pour lui une source de malheur, une source de mal-être. Il y a des jeunes qui ne sont vraiment pas faits pour les études à l'instant T, qui seront faits plus tard, parce qu'il y a des études, des formations post-grade maintenant qui servent très bien, qui permettent de diplômer des jeunes qui ne le sentaient pas à l'instant T en étant ados. Ces jeunes-là, moi, je leur conseillerais d'essayer quand même de pousser. Parce que s'ils veulent créer une entreprise avec des études, c'est toujours plus simple. On est plus crédible. On a toujours une petite démarche méthodologique. On n'a pas forcément si on a quitté les études trop tôt. Et puis, les études permettent d'avoir un réseau d'anciens élèves, d'anciens étudiants, les profs. En fait, c'est un terreau qui est gratuit, mais la France fait ça très bien. En fait, c'est un terreau gratuit. Peut, pendant ses études, rencontrer des gens incroyables, avoir accès à des connaissances qui sont gratuites. Enfin, c'est impressionnant. Moi, quand j'ai fait mon master, j'ai dû lâcher 40 000 francs. Je les ai sentis passer. Quand on est étudiant, moi, je le dis aux jeunes que j'embauche. Franc suisse, il n'est pas si vieux que ça, il dit. Des francs suisses. C'est ça. Franc suisse, attention. Ouais. Euro, en fait, j'aurais pu dire euro, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, c'est important. Il y a un terreau, on ne s'en rend pas compte, il est gratuit. C'est un réseau qui est gratuit aussi. On a plein de profs, des têtes pensantes. Les profs, si on prend le temps d'aller leur parler de notre projet, ils vont être hyper intéressés. C'est autre chose que de venir parler de notes ou de venir parler de rattrapage. Souvent, le prof bien constitué, quand on lui parle de choses qui sortent un petit peu de la boîte, eux aussi, ils sont contraints. Et quand on les libère en leur posant des questions un peu orthogonales, ils aiment bien y répondre. Yes, ouais, il ne faut pas voir le vieux. Alors, il y aura de tout dans les profs, mais c'est-à-dire que dans votre équipe pédagogique, d'un master, d'un MBA, enfin d'une licence, d'une maîtrise, il y aura toujours deux profs qui auront envie en fait, de s'investir là-dedans. Alors, il y aura toujours des profs qui font ça qui n'ont plus la flamme, mais par rapport à toute l'équipe pédagogique, ce n'est pas possible de ne pas trouver un ou deux profs qui déjà auraient peut-être eu envie de faire ce que vous allez faire. Ça va les exciter, ça va les animer. De parler ça avec vous. Et effectivement, ça peut être des bons conseils parce qu'ils ont vu aussi passer quand même beaucoup de notions et beaucoup d'élèves. Tout à fait. Et ils ont sûrement un réseau en plus. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment, si c'est une source de malheur, effectivement, il faut trouver des solutions. Mais autant que faire se peut, finir ce qu'on a commencé dans les études. Alors, ce n'est pas forcément un échec de ne pas complètement terminer une formation, parce qu'on rebondit, on fait d'autres choses. Si c'est pour de bonnes raisons, pourquoi pas. Mais en tout cas, pas se dire par dépit, j'aime pas les études, je laisse tomber, je crée mon truc. Souvent, je vois beaucoup de jeunes partir trop tôt, commencer trop tôt dans la vie et on commence à des postes qui ne donnent pas forcément la bonne idée du monde professionnel. Donc, avoir un minimum de recul et d'expérience avant de mettre un pied. Aujourd'hui, il y a l'alternance qui permet de jongler sur les deux tableaux et qui en plus est intéressant. Alors en ce moment, particulièrement, mettre un pied dans l'entreprise, continuer à avoir une étude et pouvoir décrocher un bachelor, un master, tout ça en alternance, c'est possible. Donc quand on doute, préférez l'alternance plutôt que complètement abandonner les études. C'est mon conseil. Après, je n'ai pas la vérité absolue. Non. En plus, si vous avez envie d'entreprendre, vous trouvez une jeune start-up, par exemple, qui vous prend en alternance, vous allez voir du coup de l'intérieur tous les conseils. Vous allez vous visualiser, vous taisez, vous écoutez. Vous allez apprendre x10. Tu as complètement raison, Damien. En fait, Crazy School, on peut considérer que c'est une start-up. On vient d'être créé. Les alternants qui mettent le pied dans Crazy School, en fait, ils font plein de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'on les écoute parce qu'on a besoin d'eux. Donc, ils ont des idées de jeunes. Et c'est cool parce que les idées de jeunes, c'est des idées qui sont peu conventionnelles. Et souvent, quand on les met en application, ça fonctionne. Et pour un jeune, c'est génial de pouvoir proposer quelque chose alors qu'il pense à la base rien y connaître. Il propose un truc, on fait le test, ça marche. Mais
quel succès. Et ça lui permet en plus de réussir ses études parce que souvent, quand il y a des expériences réussies en entreprise, ça permet de rebondir sur tous les cas d'études, les cas concrets. L'alternance, c'est beaucoup là-dessus. Il surpondère en fait les réalisations d'entreprise. Donc, c'est vraiment, pour ces jeunes qui se posent la question, c'est sans doute une des bonnes réponses. Alors, qu'est-ce que tu dirais au Eddy de tes débuts, avant d'être rentré, après tes études, mais avant d'être rentré dans le monde professionnel? Est-ce que tu lui dirais, on commence tout de suite, on y va? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce Eddy-là? Alors, moi, je ne dirais pas qu'il faut rien changer, hein, mais je suis content du parcours que j'ai eu parce que j'ai eu. Alors, ça a peut-être été un peu long. Hein, je suis resté quand même donc 18 ans salarié, même non, 19 ans salarié, donc de 2000 à 2019. Sans doute un peu long, j'aurais peut-être pu faire plus court et partir avant, mais je lui dirais, alors pose-toi plutôt la question avant d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Essaie de plus de poser la question, est-ce que mettre mes mots-clés, cet exercice des mots-clés, fais-le à 30 ans, à 35 ans. Donne-toi des rendez-vous dans la vie avec ta femme. Tu te donnes des rendez-vous, ça peut être tous les 5 ans, tous les 10 ans, que sais-je. Mais en tout cas, des rendez-vous où tu listes tes mots-clés, tout ce qui te fait triper dans la vie. Et ça évolue. Hein. Mais tu le fais, c'est pas grave. Et tu le regardes évoluer et tu regardes l'adéquation qu'il y a entre ta vie actuelle et la liste des mots-clés que tu as fait. Donc, qui sont un peu, c'est les rêves. Hein. Quand on dit des mots-clés, c'est toutes les valeurs qui te font vibrer, tes passions, tes valeurs, hein, globalement. Et souvent, essaie de rééquilibrer par petites touches successives, par changement d'employeur ou par changement de métier. On n'est pas obligé de tout partir, de tout lâcher et de créer la société comme je l'ai fait. Moi, je l'ai fait de manière brutale, sans doute parce que j'ai fait l'exercice trop tard. Donc, j'avais pris un décalage entre mon idéal de vie et la carrière que j'avais commencé à entreprendre. Mais je pense que si on le fait de manière très régulière, je pense tous les 5 ans, faut pas chaque année, on le fait inconsciemment lorsqu'on fait les vœux, les bonnes résolutions de la nouvelle année, mais sans le faire trop sérieusement. Faisons-le sérieusement tous les 5 ans. Et je pense qu'il y a moyen de se driver un peu mieux pour éviter ce grand saut de la quarantaine ou de la cinquantaine qui fait toujours peur à tout le monde, qui fait beaucoup de mal au foyer. Il y a beaucoup de foyers qui ne résistent pas à ça. Donc, ce sera le petit conseil. Parce que là, notre foyer a eu des difficultés. On n'a pas trop parlé, mais voilà, on a traversé quand même le Cap Horn plusieurs fois avec Force 10 pour pouvoir arriver là. Alors, pour ceux qui sont très jeunes et qui se posent la question de pourquoi, en fait, à 40 ans, mathématiquement, on se rapproche de notre mort. Enfin, inconsciemment, on fait peut-être pas ça pour ça, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu mon père du coup en novembre dernier à 76 ans. Ça veut dire que mathématiquement, en moyenne, si j'ai la même durée, bon, j'espère vivre plus longtemps, mais il va me rester 36 ans à vivre. Du coup, les 40 ans, voilà, ça reste une moyenne entre ce qui nous reste potentiellement et ce qu'on a parcouru. Et c'est inconsciemment, je pense pour ça, des fois, on se dit, tiens, j'ai pas osé, mais je vais oser maintenant. Et c'est ça. Mais 40 ans, c'est un double milieu, en fait. Hein. C'est un peu le milieu de sa vie. Hein. L'espérance de vie moyenne, 80 ans, c'est pas délirant. Donc, 40 ans, c'est un peu le milieu de la vie. Et c'est aussi le milieu de la carrière. Hein. Une carrière commence souvent à 20 ans, se termine à peu près à 60 ans. Alors, même si là, il y a une tendance à la pousser un petit peu. Mais c'est un double milieu. Donc, c'est vraiment un cap, en fait. C'est un cap où on commence à se poser pas mal de questions. Alors, parfois un peu avant, parfois un peu après. Mais on se pose plein de questions. Et quand on se rend compte que finalement, on ne fait pas forcément ce qu'on aime à 40 ans, c'est désagréable. Parce qu'on regarde tout ce qu'on a fait, puis on a tendance à se focaliser sur ce qui n'a pas marché, sur ce qu'on a raté, sur ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là alors qu'en réalité, on devrait être là. Donc, voilà, pour éviter de laisser se creuser, en fait, ce fossé entre ses passions, ce qu'on aime faire, ses rêves et ses réalisations, je pense que c'est bien d'avoir ce petit exercice d'introspection. Je l'appelle l'exercice des mots-clés parce que moi, c'est la manière que j'ai utilisée. Mais il y a tout un tas d'exercices similaires qui permettent d'atteindre le même résultat. Alors, on va prendre le temps de se poser les questions et pas besoin d'en parler à 10 000 personnes parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir le jugement des gens. Faites-le de manière très, très neutre, c'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas être content de ce que vous avez fait. C'est pas pour ça que vous êtes un idiot, c'est pas pour ça que vous avez raté votre vie, mais à un instant T, vous n'êtes pas content du résultat que vous avez laissé. Moi, par manque de courage, il y a des choses dans ma vie que j'ai laissé, que je n'ai pas osé faire avant. C'est OK, c'est la vie. C'est comme ça. Par contre, si on ne se le dit pas à un moment, en toute honnêteté, et ça ne sert à rien d'en parler aux autres, en fait, on laisse encore plus dériver le souci. Quoi. Être honnête avec soi, puis surtout avec son conjoint aussi, parce que ce sera la première personne impactée lorsqu'on changera, on décidera de prendre une décision impactante. Oui, après, il y a des discussions, et c'est pour ça que c'est l'une de mes premières questions dans le podcast, c'est, voilà, il y a des décisions à prendre en couple, on ne quitte pas son travail en disant, en fait, hier, j'ai donné ma démission, c'est pas comme ça que ça peut se travailler. Quoi. C'est ça. Sinon, ça peut être un peu plus complexe. Est-ce que tu lis? Alors oui, je ne lis pas énormément en ce moment, mais quand j'ai changé en tout cas de vie, j'ai lu beaucoup. C'était souvent des œuvres, des ouvrages de personnes qui donnaient des méthodes, qui dispensaient des méthodes pour changer de vie, des méthodes pour réussir sa vie. Enfin, on pense à pas mal de choses. Et c'est
la littérature, c'est important quand on se pose plein de questions parce que ça apporte des réponses et c'est différent. Les réponses apportées dans la littérature sont différentes des réponses apportées par ton conjoint, par tes amis. Il faut Yes. intégrer l'ensemble des sources possibles, essayer de tout intégrer. Ce travail d'intégration entre la vie des conjoints, la vie des amis, ce qu'on lit, ce qu'on voit aussi des expériences des autres, c'est de l'intégration. Donc moi, je lis en ce moment plus des œuvres qui me rapprochent de ma grande, de mon ado, parce que j'ai envie de comprendre aussi comment elle voit les choses et je m'intéresse à ce qu'elle fait. Et pour plus m'intéresser à ce qu'elle fait et interagir avec elle, j'essaie d'avoir des sources de distraction similaires pour me rapprocher de ma grande. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 livres qui t'ont marqué? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études. Ah, Donc c'est ça, mon c'est livre d'Olivier Roland, c'est mon livre. Roland. Ouais, Olivier Roland, je lis sans le savoir, t'as changé ma vie. Moi. ouais, non, ça, franchement, je pense que c'est ce livre-là qu'on m'a conseillé, une ex-collègue BNP Paribas qui a eu beaucoup d'importance pour moi, parce qu'elle m'a conseillé ce livre qui m'a permis d'avoir pas mal d'idées et de comprendre en fait ce que j'étais en train de vivre. Bon là, et si c'était vrai de Marc Lévy, parce que ça se lit facilement et puis c'est des choses impossibles qui sont censées être impossibles et que finalement la science n'existe pas exactement, n'explique pas exactement. Donc ça montre aussi que des fois il y a des choses qu'on pense impossibles et puis ça se peut. Alors comment on l'explique? C'est censé être impossible et pourtant on en est là. Et puis après, d'autres ouvrages, j'ai pas d'exemple en tête qui m'ait marqué plus que ça. J'en ai lu beaucoup sur la banque, mais qui n'ont pas, enfin, qui ont rien à voir avec, qui m'ont passionné à l'époque où j'ai fait mon master. Over the Brink m'avait marqué, en fait, qui retraçait en fait l'histoire de la crise des subprimes et qui montrait comment une succession en fait de lâcher prise ou d'ignorance de risque pouvait conduire à la crise qu'on a vécue en 2008. Pour les plus jeunes, c'est une crise qui a été abstraite, vous n'avez pas forcément vu. Mais pour nous, les anciens, on se l'est prise en pleine tête. On était dans le domaine bancaire en plus, donc on nous traitait de voleurs parce que le système bancaire a périclité et a entraîné en fait toute l'économie mondiale dans une récession. Et ça m'a permis de comprendre aussi, adapté à la société, comment négliger un certain nombre de risques ou créer, échafauder des plans toujours plus sophistiqués. Donc partir dans la sophistication raisonnée pouvait à terme se retourner contre soi. Donc, un conseil pour la personne qui nous suit et qui a envie de se lancer, mais qui va retourner dans quelques minutes dans sa prison dorée, dans son CDI. Et je te dis ça parce qu'on en a discuté avant l'enregistrement, mais ça a été mon cas pendant des années. J'écoutais un peu des podcasts, j'écoutais des personnes inspirantes. J'avais envie d'y aller, puis hop là, bam, j'arrivais à la banque. Première réunion, projet, machin, et en fait, tu lâches le truc, Ouais. à chaque fois, tu le remets, puis tu relâches. Tu dirais quoi à cette personne qui a envie un peu, un peu en avant, 2 pas en arrière? Alors, la littérature, c'est la transition est super bonne parce que ça ouvre un peu l'esprit. Et plus on lit, plus on regarde. C'est un peu des success stories, quelque part. On vit par procuration ceux qui racontent l'histoire. L'histoire de Roland qui raconte, qui a raté ses études et puis qui nous explique comment rien lâcher. On a envie d'y croire parce que quelque part, ça nous touche. On s'identifie à lui et on se dit, mais effectivement, là, moi, je suis dans cette prison dorée. J'entrevois, il y a 2 barreaux qui sont un peu écartés. Il faut que je passe la tête. Mais il ne faut pas y aller brutalement. Ça ne marche jamais d'y aller brutalement. Il faut passer la tête, fuguer un petit peu, revenir dans sa petite prison, mais prendre du temps, en fait. Moi, ma solution, c'était passer à 80%. Parce que j'essayais de le faire le soir et le week-end, mais ça déséquilibrait ma structure familiale. Et du coup, je ne le vivais pas bien. Parce que j'adore les enfants, j'adore mes enfants, mon foyer, ma femme. Et j'adorais passer du temps avec eux. Et quand il a fallu grignoter sur ce temps, je grignotais sur mon temps de sommeil. Ça, Roland le dit aussi, le sommeil, attention. Quand on a mal dormi et qu'on n'a pas d'énergie, on n'entreprend rien de bien. Donc ça, pareil, pas entamer trop ses nuits, se connaître suffisamment pour savoir combien de temps on doit dormir. Et ça, il faut respecter. C'est une règle absolue. On ne fait rien de bien quand on est fatigué. D'accord? On a beau prendre 3 cafés, on va sauver les formes, mais au fond de soi, le cerveau, il sera lent et on n'arrivera pas à être créatif. Donc, niet. Donc, je pense, prendre du temps et pas forcément du temps familial. Si la famille est une valeur importante, prendre un peu sur son temps de travail, parce que comme tu le dis, Damien, dès que tu avais le nez dans le projet, effectivement, il fallait délivrer, il y avait les collègues qui s'appelaient, les réunions qui s'enchaînaient, et le soir, on se rendait compte qu'on avait complètement lâché son projet de vie, quoi. Donc, pour ne pas le lâcher, c'est une concession à faire. Il faut expliquer à son employeur qu'on a besoin d'un peu de temps, une demi-journée par semaine, une journée par semaine, mais c'est un sanctuaire. Une fois qu'on arrive à trouver ce sanctuaire, on y est bien. Moi, c'était le vendredi. Le vendredi, j'étais off. Et je me levais le matin avec une patate. Le jeudi soir, je partais comme quand je partais en week-end, mais encore mieux. Je savais que le vendredi, j'allais pouvoir entreprendre plein de trucs, j'allais avoir du temps libre, contacter des gens, réaliser mon business plan sans aucune contrainte. Et ça libérer du temps. En fait, le temps, c'est la seule chose dont on manque réellement.
parce que de l'argent, quand on a 40 ans, on n'en manque plus vraiment. Mais le temps, en revanche, et plus ça va, moins on a de temps. C'est la seule denrée, la seule ressource qui est périssable et qui est précieuse au final. Après, si voilà, ça vous paraît impossible par rapport à votre travail ou financièrement de faire ce que dit Eddy, de réduire d'une journée, parce que vous allez perdre la rémunération, vous avez deux possibilités. Ben, moi, par exemple, j'allais plus manger avec mes collègues. Du coup, le midi, je mangeais une salade et ben, je me formais le midi, tous les midis, tous les midis. Alors moi, à un moment, j'ai fait ce déséquilibre, mais je crois on est tous passés par là, de bosser. Moi, je prenais une demi-journée par semaine de pause et je me levais à 6 heures du matin et je rebossais le soir. Mais je crois qu'on est tous obligés. À un moment, on se dit, bon, voilà, j'ai pas fait des enfants, je me suis pas marié pour divorcer, par exemple, ou on rééquilibre. Et sinon, l'autre truc, c'est bah, travailler plus vite, faites un peu semblant à votre travail. On est entre nous, de toute façon, mais de toute façon, on est beaucoup dans l'image au travail. Donc, si vous faites un sourire et vous êtes en train de, si vous êtes en train de, par exemple, de rédiger quelque chose pour un projet que vous avez, vous êtes comme ça vous êtes en train de taper à votre ordinateur, on ne verra pas la différence si vous tapez sur votre projet ou si vous tapez là-dessus. Donc, allez plus vite. En fait, si vous savez que vous avez un truc clair à faire, vous avez envie, soyez plus efficace dans votre travail, vous allez voir, c'est pas compliqué dans le monde de l'entreprise de ne pas faire toutes les réunions. C'est ça. Par exemple, vous êtes invité à une réunion, moi je disais, je ne viens à la réunion que si j'ai une valeur ajoutée. Ouais, c'est ça. Toutes les phases des réunions. Avant d'y aller parce que ça faisait bien. Et moi, comme j'avais plus par exemple d'ambition de carrière, je disais, est-ce que j'ai besoin d'y aller? Oui. T'as pas besoin? M'invite pas. Non, Du jour. ça. Moi, dans 2 jours, il n'y a pas de réunion. Et du coup, tu élimines au fur et à mesure un peu de temps, tu es plus efficace, tu ne fais pas moins bien ton travail, mais tu sais où tu vas. C'est-à-dire les discussions, machine à café et tout, Plus efficace, augmenter son efficacité en réalité. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Plus on est efficace, plus on libère du temps. L'efficacité, c'est du temps gagné. Quand on n'est pas efficace, bah, le temps passe lentement. On met 2 heures à faire une tâche au lieu de mettre 1 heure. Faut être efficace. Donc, le sommeil, l'efficacité. Et puis, bah, peut-être renoncer. Toi, Damien, tu as renoncé à des moments conviviaux. C'est vrai que la convivialité, ça rime pas toujours facilement au début avec la décision d'entrepreneuriat parce qu'il faut réduire son temps social. Le temps social, on en a besoin hein, quand on est entrepreneur. On vit de ça aussi, de nos relations sociales. Mais il faut décider de se mettre en retrait, de se mettre entre parenthèses pendant un certain temps. Puis les gens vont trouver ça bizarre, mais quand on leur explique notre projet, ils vont comprendre. Et puis c'est un nouvel équilibre à trouver. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de secret. Il faut être plus efficace pour avoir plus de temps. Merci à toi, Eddy. Alors, on a fait un bon tour. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose à rajouter que tu verrais qu'on n'a pas abordé dans cette émission? Je me rappelle d'une personne qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais à l'organisation bancaire à la BNP. C'est une personne qui intégrait le département des finances et qui est partie avant la retraite. Donc, elle avait une belle carrière devant elle. Elle avait, ouais, je pense, un peu plus de 50 ans. Et puis, elle avait envie de partir en Afrique voir des chevaux, quoi. Monter son ranch avec ses chevaux, faire des promenades touristiques, des choses comme ça, proposer ça. Et elle m'avait dit, il faut brûle de tes rêves avant que tes rêves te consument ou quelque chose comme ça. C'était vraiment, enfin voilà, il faut avoir des rêves. Il faut savoir que si on a trop de rêves et qu'on les garde trop longtemps, ils vont nous consumer. Ils vont nous consumer parce qu'ils vont se transformer en frustration et on le sentira. Comme tu parlais de charge mentale, mais la frustration, elle occupe une place aussi. Et si à un moment donné, on a trop de rêves qu'on accumule et puis et le temps passe et on ne fait rien de concret, je ne dis pas qu'on va rater sa vie, mais on risque d'en souffrir. En tout cas, Excellent. Excellent ce que tu viens de dire, j'en parle dans mon livre. À un moment, on avait chacun dans la famille, donc moi j'ai 2 enfants, on avait chacun une citation. Et ma femme, elle avait mis ça là où on mangeait. Du coup, elle m'avait mis ma citation qui était vis tes rêves plutôt que de rêver ta vie. Ça vient un peu. J'avais des envies, mais je n'osais pas le faire. Et du coup, quand tous les jours, quand tu manges, tu vois ça, tu te dis si ta femme elle te balance cette citation à la tête, c'est ça. C'est qu'il y a un truc à faire. Ouais, l'idée, ça devait être consume tes rêves avant que tes rêves ne te consument, ou une petite formule comme ça, mais qui percute bien et qui illustre bien le propos. En fait, faut pas attendre. On a des choses à faire, il faut les faire, mais faut pas y aller tête baissée. Ça demande une méthodologie, encore une fois. Okay. Merci à toi. En tout cas, c'était excellent. C'était un plaisir, Eddy, de te recevoir. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Je pense que de toute façon, vu ce que vous avez vécu comme événement paranormal avec le Covid sur le début et que vous continuez avec l'énergie, je pense que le meilleur est devant vous et la progression va tout déchirer. Tiens-nous au courant et tu repasseras sur l'émission quand tu mettras ta franchise en place pour nous expliquer
Avec Donc, plaisir. En tout cas, merci de m'avoir posé autant de questions. J'espère que ça pourra servir à certaines personnes qui sont en proie au doute ou qui se posent des questions similaires. En tout cas, l'entrepreneuriat, enfin, tout ce que je peux dire, c'est ceux qui ont la valeur liberté ici. Il faut y aller, quoi. Faut pas réfléchir. yes, merci à toi et à très vite les amis. Ciao. Merci Damien. À bientôt. Au revoir.